Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur Afro Web TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur Afro Web TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Retour en studio pour aborder la troisième partie de votre émission, cette émission qui concerne les uns et les autres, surtout la communauté africaine, la communauté togolaise du côté de la diaspora. Vous êtes au bon endroit pour discuter de l'avenir politique du Togo. On en a parlé de plusieurs en large. On a abordé cette question-là qui concerne également donc plusieurs aspects. On va en parler de long en large au cours de cette émission. Appelez-nous sur le 319 462 89 79. Nous sommes suivis également sur le www.afrowebtv/live si vous êtes en direct avec nous, ou si vous n'avez pas Facebook ou YouTube, allez-y tout simplement sur www.afrowebtv.com/live. Merci à tous et à chacun de vous. On parlera du dialogue national sous Nana Akufo-Addo, le médiateur ghanéen, le président ghanéen, des réformes institutionnelles et constitutionnelles où se trouve l'intérêt également donc général du peuple en ce moment, la communauté internationale, le rôle que la communauté internationale a joué, surtout les propositions donc que vous, acteurs, analystes politiques, je sais que les analystes que nous avons aujourd'hui sont des acteurs dynamiques également donc dans la politique togolaise. Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce qu'avez-vous proposé exactement? Tout le monde peut nous appeler. Le feu est ouvert à tous les Togolais pour nous appeler en ce moment et discuter et monter le mercure et surtout partager cette partie avec les uns les autres, car c'est l'Afrique et le Togo qui gagnent. Depuis que vous militez également pour la diaspora togolaise, en faveur de cette diaspora et pour l'opposition, quelle que soit donc la C14 ou l'opposition en général, quelles recommandations avez-vous suggérées, soit à un parti ou soit à un regroupement? Dites-nous si cela a été exécuté à la lettre. Dites-nous exactement les changements que vous aviez apportés personnellement, vous, monsieur Romarickson, Dr Romarickson, à votre propre parti politique ou votre regroupement préféré. Dites-moi, je vais poser tout d'abord les questions à vous deux qui faites partie également donc des partis politiques qui militaient beaucoup à la diaspora. Je vais commencer par Dr Romarickson. Oui, la question est exacte. Vous avez saisi la question? Non. Je vous demande, ça fait longtemps que vous militez pour la diaspora togolaise. Quelle est la proposition que vous aviez faite, quelle que soit dans la C14 ou dans l'opposition en général, et que cette proposition a été exécutée à la lettre? Oh, la question, elle est grande. Oui, je pense que, bon, pour clarifier ma situation, je suis dans le parti politique qu'on appelle le SPD, c'est-à-dire le Parti socialiste allemand, le SPD. Je suis membre de ce parti. C'est le seul parti sur la terre dont je suis membre. Maintenant, étant citoyen togolais, je soutiens toute initiative qui a tendance à nous faire sortir de ce régime. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant à Lomé, j'étais membre de l'UFC. Je vivais à Baie. Comme la majeure partie des jeunes de Baie, nous étions tous dans de l'UFC. Quand Jikis Olympio a conclu un accord avec le régime et il voulait partager le pouvoir avec M. Fonya Singbe, l'ANC, les gens de l'ANC sont sortis
de l'UFC pour, les gens sont sortis de l'UFC pour aller créer l'ANC. Et là aussi, j'étais sympathisant. On a suivi Jean-Pierre Fabre. On a fait beaucoup de propositions. On a ouvert des chemins. D'ailleurs, la dernière fois que M. Jean-Pierre Fabre est venu ici, est venu en Europe, où il a rencontré le président du Parlement européen, qui s'appelle Martin Schulz. C'est un Allemand. Il est de mon parti allemand, le SPD. Il faut demander à Jean-Pierre Fabre. Je lui ai facilité cette rencontre. Et maintenant, quand Jean-Pierre Fabre a gagné l'élection en 2010 et en 2015, il n'a pas pu avoir le pouvoir. Maintenant est sorti M. Tikpi Achadam. On a soutenu Tikpi Achadam jusqu'à ce que la C14 soit éclatée. Et donc, quand l'élection présidentielle du 22 février 2020 arrivait et qu'il n'y avait rien devant le régime, le prélat s'est levé, il a essayé de rassembler les oppositions togolaises pour faire sortir un candidat commun. À la fin des soubresauts, on a pris M. Dr Agboyou Mensah Kodjo. Et là aussi, j'ai été derrière lui et je le suis jusqu'à présent. Si Agboyou Mensah Kodjo ne prend pas le pouvoir et que demain, c'est Klassio Koutaglo qui est le candidat de l'opposition pour affronter ce régime, je serai son soutien numéro 1. Donc, moi, je ne milite pour aucun parti politique. Je suis politologue. Les partis politiques n'ont de sens que lorsqu'on est en démocratie. Et quand on n'est pas en démocratie, il faut se mettre ensemble pour affronter le régime autocratique. Et quand le régime autocratique est balayé, maintenant on bâtit un système démocratique dans le parti. À cet instant, nous pouvons nous éparpiller autour de nos différents partis politiques. Voilà comment fonctionnent les choses. Et donc moi, dans chaque organisation, j'ai fait mes propositions, j'ai fait mes contributions. À la C14, j'ai créé un groupe ici en Allemagne. On a envoyé des millions à la C14 et à au moins un parti aussi de la C14. Et oui, donc, monsieur Romarickson, je vous pose la question, la proposition que vous avez faite particulièrement et que cela a été adopté à la lettre. C'est ce que je vous pose comme question. Aucune proposition ne peut être adoptée à la lettre parce que c'est une proposition. Quand je fais une proposition, il appartient à ceux qui sont devant, ceux qui ont décision de prendre la partie qui les intéresse et de rejeter la partie qui ne les intéresse pas. Monsieur Obama, il a été professeur. Et pourtant, quand il était devenu président aux États-Unis, il y avait un cercle de personnes autour de lui. Des experts en politique, des experts en droit, des experts en économie. Il lui faisait des propositions, mais il ne prenait pas toutes les propositions. Il prenait ce qu'il pensait que ça pouvait faire avancer son mandat. Et donc, je ne peux dire que j'ai fait une proposition qui a été adoptée à 100%. Mais je peux citer un exemple, par exemple. Le régime EPT uni a toujours mis une inimitié entre l'armée et le peuple togolais. Or, les forces armées togolaises vivotent. Ils souffrent aussi bien que le peuple togolais. Et donc, pour montrer que nous appartenons au même camp, depuis Bremen, j'ai demandé à la C14, à Mme Adjambo Johnson, qu'on va faire une action, on va acheter des roses qu'on va partager aux militaires togolais pour leur montrer que le peuple n'a rien contre eux. Effectivement, avec mon groupe, on a rassemblé l'argent, on l'a convoyé, ils ont acheté les roses, ils l'ont donné aux soldats. Ce qui leur a montré que le peuple n'a rien contre nos soldats, mais le peuple veut seulement dégager le régime en place. Voilà un exemple que je peux citer. Mais tous les autres exemples, il y en a beaucoup de propositions. On entend dire que vous faites beaucoup de recommandations, Monsieur Klassio et Monsieur Klassio Koutaglo. On vous voit faire beaucoup de sorties. Et avez-vous l'impression que vous êtes écouté à travers vos sorties que vous faites sur les réseaux sociaux la plupart du temps? Et quel est l'avantage? Comment est-ce que vos sorties sont bénéfiques pour l'avenir politique du Togo? Moment donné, avant même la sortie de Tikpi Achadam, et nous avions invité la diaspora togolaise, par exemple, à s'enfermer dans une unicité d'action
afin de supporter les acteurs sur le terrain et tout cela. Vous pouvez le voir devant certains mouvements qui ont fait du bruit, par exemple à Washington, à New York, devant les Nations Unies et tout cela. Bon, c'est dans la perspective de changer les choses. Parce que si vous voyez le cours des choses, le Faure Gnassingbé nous a tous laissés dans une impasse en promettant un Eldorado au Togolais, en faisant sortir des phrases révolutionnaires qui font penser au début de 2005-2006 que bon, les choses vont changer après la mort subite de Adema Gnassingbé. Et beaucoup plus tard, quand le gars s'enferme dans un désiderata de rester aussi longtemps au pouvoir, dans une gourmandise de pouvoir et tout cela, il va falloir que nous montons au créneau pour pouvoir dire que non, le gars est en train d'utiliser une stratégie politique dictatoriale et très douce. Et c'est ce que nous avions fait. Les gens nous ont écoutés. Il ne faut pas dire que nos sorties, c'est en ce moment que nous avions rapidement. Les réseaux sociaux n'étaient pas abondants au Togo. Bon, je peux vous dire ici, la première plateforme au Togo que nous avions contribué à mettre en place entre-temps, c'était discussion politique. Et après, nous avions vu que discussion politique allait seulement dans le sens de RPT l'unir, et puis ensuite, nous avions multiplié, nous avions fait dépenser des moyens, nous avions donné de l'argent aux jeunes de commencer par multiplier les réseaux sociaux afin que nous puissions parler de la politique togolaise, ce qui s'est fait. Et plus tard, les gens ont ouvert, les gens ont changé leur téléphone, et puis ensuite, l'Android est devenu un phénomène au Togo, et les gens commencent par s'exprimer. Ce qui a donné, par exemple, un appui tactique à la lutte togolaise. Bon, nous avons maintenant la parole, ils ont embrigadé les radios et les télévisions au Togo pour ne parler que des choses. Donc maintenant, nous avons la parole. Le peuple nous a suivis. C'est un effet positif que nous pouvons nous réjouir tous aujourd'hui dans la diaspora. Bon, maintenant, nous sommes écoutés, oui, nous sommes écoutés. Le premier point, quand nous avions demandé, quand Tiki Achadam est sorti, de nulle part, et puis ensuite a fait trembler le peuple togolais, nous avions demandé au groupe présent au Togo qui est assez très organisé, avec des structures, d'appuyer le PNP. Et puis ensuite, ça a donné du bon. Vous avez vu la C14. Nous étions tous transformés en consultants au niveau de la C14 pour pouvoir proposer des choses jusqu'au niveau du dialogue. Nous étions arrivés au paroxysme de la révolution. Et qu'avez-vous proposé? Quelle est la recommandation qui a été... Oui, monsieur Classio. Ce n'est pas que les gens ont saboté la lutte. Oui, monsieur Classio. Oui, monsieur Classio, qu'avez-vous proposé? Monsieur Classio, qu'avez-vous proposé? Quelle est la recommandation que vous aviez faite réellement, qui a été adoptée au moins à 10% ou à disons à 20%, puisque la dernière sortie jusque-là, si on revoit par exemple votre dernière sortie que vous avez faite, je ne vois aucune recommandation, soit aucune proposition qui a été faite là-dedans. La proposition a été concrète. C'est ce que je suis en train de dire. Nous avions demandé à ANC de supporter PNP. Ça a donné du boom. Le dialogue, nous avions demandé au peuple togolais d'accepter le dialogue parce que le RPT uni a des armes. Ils ont fait le dialogue. Le dialogue, nous avions demandé à la C14 d'aller aux élections, de commencer par poser des candidatures, de transformer la C14 en une plateforme sérieuse, d'aller aux élections législatives. Mais ça n'a pas été écouté. Aujourd'hui, on est en train de regretter. Si nous étions allés aux élections parce que, arrivé un moment, on a constaté au niveau du PNP que nous n'avons pas eu un groupe de prise de pouvoir. Il faut un groupe de prise de pouvoir en face de la dictature comme celle de Gnassingbé pour pouvoir arracher. Le peuple dans la rue ne peut pas renverser la dictature au Togo. Il faut un groupe de prise de pouvoir. Donc, d'après les analyses, nous nous sommes rendus compte que ce groupe de prise de pouvoir a manqué, la diaspora n'a pas fait son travail. Nous n'avons pas de moyens dans un compte commun quelque part pour pouvoir faire ce travail, rassurer certains militaires, apprendre le courage de rapatrier leurs enfants pour leur donner le courage à prendre le pouvoir. Nous n'avions pas fait ce
Monsieur Classieux, écoutez. On n'était pas allé aux élections, oui. On a capoté. On ne peut pas, on a capoté. C'est ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que les propositions ont été bien écoutées. Mais, oui, je vous écoute. Où sont passées toutes les cotisations faites par la diaspora, que vous faites dans des groupes par ici, par là? Où sont passées toutes ces cotisations-là? Qu'avez-vous fait avec toutes les cotisations-là que vous faites, quel que soit dans l'opposition? Je me dis que vous venez de parler de l'argent, de l'apport de la diaspora. Quel est l'apport financier? Où se trouve l'apport financier du côté de la diaspora que les Togolais de la diaspora font tout le temps et à chaque temps pour aider l'opposition togolaise? Ok. Maintenant, vous attaquez un sujet très important. Il faut que nous soyons très sérieux devant le peuple togolais. Oui. La diaspora togolaise n'a pas supporté l'opposition togolaise à cette taille. Ce que nous avions pu faire à un moment donné, c'est la C14. Et vous connaissez le montant. Moi, j'ai été au centre de tous les groupes qui ont aidé, par exemple, la C14, même les traces des gens qui ne veulent pas qu'on dise leur nom. J'ai les dossiers. Donc, nous n'avions pas été organisé. Numéro 1, les sous arrivaient au niveau de la C14, peine et même. Le montant précis a été dit à tout le monde parce qu'il y a un groupe qui est chargé de récupérer tous ces montants. Le PNP fait partie, ANC et tout le monde. Donc, la diaspora, nous n'avions pas joué notre rôle. Il faudrait que nous acceptons cela. Le peuple sur le territoire est pauvre. Okay? Les acteurs politiques qui étaient rassemblés au niveau de la C14, il y a seulement certains groupes qui faisaient les dépenses. Bon, maintenant, nous avons manqué une stratégie de prise de pouvoir. Aujourd'hui, c'est à la diaspora de se ressaisir et de se replacer devant la lutte dans une unicité d'action avec un compte bancaire bien précis pour pouvoir gérer les choses sur le terrain. Monsieur Classe, je voulais vous dire de faire monter nos frustrations sur les leaders. Non. Monsieur Classe, je voulais vous dire que on ne peut pas faire la politique togolaise. Il faut que nous soyons la vérité. Oui, c'est 60 000 $, ça ne veut rien dire. Oui, je voulais vous dire. Monsieur Classe, écoutez-moi. 60 000 $ sont partis. Monsieur Classe, écoutez-moi. Je voulais vous dire que la diaspora n'a pas aidé, n'a pas donné de coup de pouce à l'opposition togolaise financièrement. Je dis et je répète, et j'assume les responsabilités. La diaspora n'a pas joué son rôle. La diaspora a joué seulement le rôle de nuire à l'opposition togolaise en faisant des critiques qui n'ont pas leur place. Nous pouvons faire ces critiques-là dans un cadre bien précis pour orienter les luttes. Merci, monsieur Classier. Insulter les leaders qui dépensent et qui ont des structures sur le terrain togolais, et alors que vous ne faites pas sortir même 100, 200 $ au niveau de la diaspora en Europe, aux États-Unis pour supporter la lutte, nous avons failli, nous avons échoué. Il faudrait que nous disions la vérité à nous tous. Maintenant, il n'est pas encore trop tard. Nous sommes dans une continuité de la lutte. Il va falloir qu'on se ressaisisse. On s'organise dans des structures bien précises pour supporter la lutte sur le terrain et non chercher à faire un certain renouvellement que les gens imaginent dans une structure qui n'existe même pas. Il faudrait qu'on arrête tout ça là pour que nous puissions prendre la lutte togolaise au sérieux. C'est ça qui est le problème maintenant. Prenons la lutte. Monsieur Classe, merci. Prenons la lutte togolaise au sérieux. Il a lâché aussi le mot. Alors, je voudrais savoir, ne voyez-vous pas que l'opposition togolaise n'est pas aussi soudée? On parlait entre-temps de la désunion de l'opposition togolaise ici, même sur cette antenne. Et je me pose que quand on dit, par exemple, DMK, ANC, UFC, pourquoi est-ce que l'union n'est pas aussi possible dans l'opposition togolaise pour avantager le peuple? Parce qu'on parle aujourd'hui de l'avenir politique du Togo. Monsieur Wadja. Merci. Ça me fait plaisir encore de parler de la politique togolaise.
Tout d'abord, avant d'aller sur la question de l'union de l'opposition au Togo, je voulais un peu revenir sur ce que le grand frère Classio a dit concernant le soutien de la diaspora. Moi, je voulais dire que la politique au Togo se fait, que ce soit du parti au pouvoir ou de l'opposition, elle se fait d'une manière un peu désorganisée et c'est comme il n'y a pas trop de sérieux. Je ne parle pas seulement de l'opposition, je parle de la politique en général au Togo. Il n'y a pas assez de sérieux dedans et à un moment donné, il faut pouvoir convaincre les gens à vous supporter. Moi, par exemple, je n'ai pas de parti politique fixé, dire que je suis de l'opposition ou je suis du parti au pouvoir. Je suis plus dans la société civile et je fais mes remarques que soit du parti au pouvoir ou du côté de l'opposition. S'il y a des bonnes idées au niveau de l'opposition, je les supporte. S'il y a des bonnes idées du parti au pouvoir, je les supporte. Et je fais les critiques des deux au même moment dans les deux camps. L'opposition peut-être qui a besoin d'un support financier, comme le grand frère le dit, qui n'a pas bénéficié de ce support de la diaspora, peut-être qu'ils n'ont pas été convaincants. Il faut peut-être proposer les choses. Il ne faut pas seulement attendre un support financier pour des actions politiques. La politique, ça se prépare. La politique, ça se fait autrement. L'opposition peut aujourd'hui définir un cadre bien précis pour un projet social. Moi, je suis toujours dans ce côté de projet social. Supposons que la C14 ou bien un regroupement politique au Togo décide de faire en tout cas, j'allais dire, de faire un projet social, d'ordre social. Supposons que c'est une école ou bien c'est l'hôpital, on voit qu'il y a vraiment des manques de matériel médical, de matériel médicaux plutôt, et qu'on doit supporter ces hôpitaux-là. L'opposition peut s'organiser, en tout cas, demander un financement, pas parce qu'on n'est pas pouvoir, on ne fait pas des actions politiques. Il faut que ce soit clair. C'est ce qui manque en grande partie à notre position. Si l'opposition se levait et demande un financement pour la reconstruction d'un hôpital peut-être au Togo, je suis sûr que là où je suis, si j'ai des moyens, je ne peux pas manquer de donner $1000 pour supporter cela. Donc il faut avoir des projets convaincants pour demander aux gens de supporter. Pas seulement prendre de l'argent ou bien demander le financement pour des actions purement politiques. Vous ne pouvez pas convaincre des gens de cette manière-là. Donc c'est ce que j'allais dire sur ce côté-là. Et maintenant, revenons sur la question de la désunion au sein de l'opposition au Togo. Moi, je l'ai dit toujours, il y a plusieurs partis politiques au Togo et chaque parti politique a ses ambitions, chaque parti a ses visions. Peut-être que leurs visions ne s'entremêlent pas, ils n'ont pas les mêmes visions et ne peuvent pas s'unir. Quand je suis là, je pense seulement à prendre le pouvoir et quelqu'un d'autre qui de son côté, il pense plus au développement économique du Togo, il pense plus à la réalité du Togo ou à la souffrance des Togolais, nous pouvons peut-être avoir des divergences. Parce que aujourd'hui, l'opposition au Togo, dans tous les partis politiques, quand vous regardez ce qui se passe, où on est trop focalisé sur le pouvoir, ou parler seulement de comment est-ce que le régime en place a fait plusieurs années sans avoir quelque chose de concret qu'on propose au peuple pour convaincre l'appui du peuple, on aura toujours la désunion. Et l'opposition a besoin d'avoir des leaders sérieux. C'est ce que je peux dire. Ils ont besoin d'avoir des leaders sérieux pour pouvoir convaincre les gens. Supposons, il y a des lois ou il y a des trucs, des propositions qui sont faites au niveau des coalitions aujourd'hui. Peut-être c'est Jean-Pierre Fabre qui va être le candidat de l'opposition pour les élections présidentielles. Et moi, je suis d'un autre parti politique qui fait partie quand même de la C14, disons. Je prends l'exemple de la C14 quand elle existait, de cette manière. Supposons que je suis mieux placé pour être candidat pour une élection donnée. Et que M. Jean-Pierre Fabre voit que, en me donnant cette chance, lui-même il a besoin d'être candidat. C'est là-bas, il commence par se chamailler et puis la C14 sera dissoute. Donc on a besoin des gens sérieux qui combattent, pas pour leur intérêt personnel, mais pour l'intérêt général du Togo. Quand on se dit opposition, on doit être prêt. Si c'est mon frère Classio qui peut être
le bon candidat pour notre coalition, je dois accepter, pas parce que j'ai un parti politique en moi, que forcément il faut que ce soit moi. C'est ce qui est pour le moment impossible. C'est ça le problème. Il faut qu'on dise les trucs, il faut qu'on soit clair dans ce qu'on fait. Parce que c'est ça le nœud du problème. On veut que ce soit moi. Chacun veut que ce soit lui qui va être devant. Et souvent, c'est ça qui crée la désunion au sein de l'opposition au Togo. On en parlera en large. Il y a un auditeur en ligne. Je ne vous coupe pas, monsieur. Mais vous savez, les auditeurs aussi sont primordiaux également au cours de cette émission. Alors, auditeur, monsieur Classe, je vous ai vu demander la parole tout à l'heure. Ne vous en faites pas, vous l'aurez. Alors, auditeur, bonjour. Allô? Allô? Oui, diminuez le live chez vous, c'est ce qu'on s'était dit, s'il vous plaît. Diminuez le live chez vous. On voudrait que tout le monde vous écoute en bonne et due forme et surtout la qualité. Alors, bonjour, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, ça va. Oui, c'est monsieur Adolphe. Monsieur Adolphe, bonjour. Ça fait plaisir de vous écouter, monsieur Adolphe. Alors, allez-y. Oui, d'abord, je salue vos invités, Dr Omar Rickson, mon frère Ouadia et l'expert monsieur Classio Kitogo. Oui. D'abord, je voulais intervenir sur mon frère, le dernier intervenant, monsieur Ouadia, quand il parle des projets pour les partis politiques. Et je ne sais pas si réellement il a fait partie d'un parti politique au Togo. Si réellement il a fait partie, il a milité dans un parti politique au Togo, il saura les difficultés que traversent les partis politiques au Togo. Organiser un parti politique au Togo, c'est très difficile. Et d'abord le financement. Généralement, les Togolais, à 80, disons à 60%, ils ne font pas partie d'un parti politique. Ils sont là et quand les élections approchent, on les sollicite. Ceux qui font partie des partis politiques aussi, difficilement ils arrivent à cotiser. Donc quand ils demandent aux partis politiques de faire des travaux de financement sur le terrain, c'est d'abord difficile. Et ils ignorent aussi la nature du pouvoir de Lomé. On se demande s'ils cherchent le bien-être des populations. Comment le pouvoir étouffe les gens. Regardez, les gens ont amené des projets de la diaspora. La dernière fois, je lui ai fait cette remarque sur ce plateau. Et les gens amènent des projets, veulent amener des projets au Togo. On voit des difficultés qu'ils ont à asseoir des projets au Togo. C'est vraiment très difficile. On se demande pour quelle gouvernance pour nos pays, nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils veulent pour la population. Mais pourtant, c'est des gens qui ont fait des études, c'est des têtes pensantes. Et on se demande jusqu'à quand. C'est très difficile. Quand ils parlent des projets là, quand tu cherches à faire du bien au Togo, quand tu cherches à mener des projets, on te taxe et le projet déjà annoncé et le projet déjà mort. C'est ça la réalité. C'est ça la dure réalité que nous traversons au Togo. Vous comprenez. Et vous parlez aussi de la désunion de l'opposition. Et les gars, soyons sérieux. Et je ne sais pas si vous menez des campagnes pour aller dans les lieux reculés. Laissons Lomé. Lomé, tout le monde a les yeux fixés sur Lomé et on ignore les difficultés d'un militant à aller parler, à aller sensibiliser des gens sur le terrain. Et je vais faire ça pendant 5 ans. Disons, je vais faire ça pendant 5 ans. À aller sur le terrain, à suivre des jurons, des attaques des milices et tout ça là. Et à la porte des élections, on va aller choisir quelqu'un pour lui dire que c'est le Saint-Esprit qui l'a choisi. Et pour être au devant, qu'est-ce que je vais dire à mes militants? Hein? On ne peut pas bâtir une démocratie comme ça. Et si on veut faire les critères, et M. Oumari sait ça, en Europe et dans les pays développés, quand il y a la coalition, on s'assoit, on discute. Et c'est sur une base que vous faites votre coalition.
des alliances qui sont jugées dans les pays européens, dans les pays européens comme alliance hors nature. On ne peut jamais voir un parti communiste en France aller s'associer, aller en alliance avec un parti de droite, par exemple l'UMP. Jamais, tu ne verras jamais ça. Et c'est ce que nous demandons à nos frères au Togo de faire. À chaque fois, nous les poussons vers ce qui est anormal. Non, ça, il faut que nous enlevons ça de la tête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, les gens sont là, ils sont dans leur parti, pendant 5 années, ils ne font rien. Ils sont là, ils ne bougent pas, même dans leur localité. Ils n'y vont pas pour aller parler aux gens. Et à l'approche des élections, on les voit s'affairer et on dit que telle personne doit rentrer dans la position et c'est lui qu'on va choisir. Non. Il faut qu'on enlève cette idée de la tête là. Il faut que nous choisissions ceux qui travaillent. Si tu travailles, tu peux travailler sur le terrain. Et personne ne l'a empêché. Et voilà pourquoi quand on a vu que voilà, et tu as fait un travail, les gens se sont approchés de lui. Merci. C'est comme ça, le travail fait toujours. Oui, quelqu'un qui est là, qui ne fait rien, on va dire que c'est lui qui va faire ça, c'est une fausse idée. Il faut enlever ça de la tête. Oui, merci, monsieur. Ça va créer des mécontents. Oui, merci, monsieur Adolphe. Pour quitter, je vais poser une question à monsieur Romarisson. L'argent que, monsieur Romarisson, l'argent que vous avez cotisé l'année passée pour faire un chat, vous avez cotisé sur la télévision de Yves Kenao là. Et bon, où en est pour le changement? Parce que les gens ont cotisé qu'il y aura un changement de type qui se passe 2020. Où en est-vous? Merci. Voilà, donc ce qui est fait, merci monsieur Adolphe, merci de nous avoir appelés. L'argent toujours revient au milieu donc de grandes discussions, mais bien avant que monsieur Dr Romarisson ne réponde à la question posée, je vais vous donner 1 minute pour terminer votre intervention très rapidement, monsieur Wadja. Merci. D'abord, je voulais dire à notre auditeur merci pour son intervention et lui dire que en réalité, je n'ai pas fait partie d'un parti politique. Je n'ai jamais fait partie d'un parti politique en tant que tel au Togo. Je n'ai jamais fait partie d'un parti politique et je connais les difficultés qu'il y a sur le terrain. Et je suis très fier qu'il me rejoigne sur le fait que je parle de la façon dont la politique se fait au Togo. Et des gens s'assiedent dans leur bureau qui sont des opposants ou qui sont des leaders des partis politiques et ils attendent seulement à la veille des élections pour se dire qu'ils font de la politique. La politique doit se faire autrement, comme je l'ai dit. Et quand je parle de projet dont il dit, le projet n'est pas forcément de rester à la diaspora et écrire quelque chose pour dire que je vais réaliser au Togo. C'est pas seulement ça. Je parle de leaders politiques au Togo. Ça peut être de l'opposition ou du parti au pouvoir. Et comme c'est l'opposition qui a des difficultés pour affronter le parti au pouvoir, c'est pourquoi nous nous focalisons sur l'opposition. Donc l'opposition, par exemple, on peut aussi préparer le terrain sans attendre les élections. Aujourd'hui, comme je parlais, je donne l'exemple de peut-être la construction d'un hôpital où il y a une situation sociale, si c'est une école, quelque chose qui ne va pas, et que l'opposition se met devant pour demander l'appui des citoyens togolais pour réaliser quelque chose. Il ne faut pas attendre seulement qu'on soit au pouvoir avant de le faire. Disons-nous que c'est de la façon dont on prépare la politique aussi. Il faut être proche du peuple pour pouvoir attirer l'attention au moment venu. Merci. Comment est-ce que monsieur Dr Romarisson et monsieur Classio Koutoglo, qui font partie de l'opposition togolaise, préparent les terrains? Et ils vont nous dire ça tout à l'heure, mais je pense que monsieur Classio voudrait réagir. On va revenir sur la cotisation de Yves Kenao avec Dr Romarisson juste après. Je donne 2 minutes à monsieur Classio d'intervenir pour de remonter la pente, quoi. Allez-y. Une opposition n'a pas de budget pour pouvoir construire un hôpital pour un pays. Une opposition ne peut pas demander aux citoyens dans une dictature où le budget de l'État
s'élève à plus de 1000 milliards chaque 365 jours et on ne voit pas où se passe cet argent ou bien les fonds connectés pour le budget de l'État, on ne voit pas pour que l'opposition s'acharne uniquement pour construire un hôpital à un pays. Les structures, la construction des structures pour le développement d'un pays se base sur le budget de l'État. C'est ce que nous avons tous appris en MBA, que font aussi à Afrique. Donc, l'opposition n'a pas ce rôle. Le rôle de l'opposition, c'est de changer, de partir de la dictature pour la démocratie, où les citoyens contribuent effectivement et d'une manière efficiente au développement. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2 concerne le travail. Quand on parle du travail de l'opposition, vous avez tout à l'heure apprécié Maïga du Mali. Maïga n'a pas été nommé à la surprise des gens. Je disais bientôt que le nom de Maïga circulait dans les coulisses parce qu'il faisait un travail très important, un travail titan contre les dérives de Haïlika. Et quand un révolutionnaire prend le pouvoir, il ne peut pas s'en passer du nom de Maïga. Et voilà, Maïga est une bonne combinaison avec Assimi Goïta pour pouvoir rétablir le Mali et rétablir l'Afrique. C'est comme ça. Le travail, le travail se fait dans une continuation. Et c'est pourquoi, dans ce sens, nous demandons à l'opposition une unicité d'action. L'unicité d'action, c'est quoi? C'est l'unité dans le sacrifice. Vous voyez, par moment, on peut voir que les idéologies ne s'accordent pas, mais on va aller. Mais on ne peut pas ignorer ce que nous appelons les procédures, les détails, les spécificités. Comment les travaux se font? On ne peut pas aller prendre quelqu'un qui est aux côtés de la dictature, travaille pour la constitution de la dictature, jusqu'en janvier 2020, et puis ensuite, dans 30 jours, on va aller aux élections en février 2020. On dit que c'est cette personne, au nom de la divinité, au nom de quoi que ce soit, et ils ne sont pas trouvés pour dire qu'il faut s'aligner derrière cette personne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du travail. Merci. C'est pourquoi nous sommes dans cette explication. Merci. Nous devons nous ressaisir pour pouvoir faire cette unicité d'action. Merci, Monsieur Classio. La transition est très belle, très bien faite. Je vais coupler donc ma question avec celle donc de Monsieur Classio qui voudrait aller sur ma question que j'ai préparée. Alors, docteur, vous allez répondre à la question de Monsieur Adolphe de l'auditeur, et ensuite je voudrais principalement vous demander le 22 février 2020, étiez-vous personnellement au Togo lors des élections jusqu'au dépouillement? Sinon, sur quelle base se fonde votre conviction des résultats d'Agbeome, de Dr Agbeome Kodjo? Bon, avant de commencer à parler, j'aimerais faire une mise au point. Je suis homme de sciences sociales. Donc, j'ai des principes scientifiques sur lesquels je travaille. Donc, si je discute avec des personnes, j'ai le sens d'aboutir à la vérité. Là, je suis dedans. Mais si on discute afin que parce que quelqu'un veut avoir raison, ce genre de débat, moi, je ne le fais pas. Si nous discutons ensemble pour contribuer à l'éclatement de la vérité, là, vous allez me trouver. Mais si quelqu'un pense qu'il va imposer sa raison, ou bien il doit avoir raison à la fin de la discussion, dans ce débat, vous ne me verrez pas. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais répondre à la question de l'internaute, de la personne, de notre compatriote qui a posé la question. Et avant d'y répondre, il a fait des affirmations qui ne sont pas vraies. Parce que quand les issues sont différentes, alors c'est difficile, c'est impossible de mettre les partis politiques ensemble. Ce n'est pas justifié. Je vous l'ai dit au début. Moi, je suis membre du Parti socialiste allemand, le SPD. Depuis 8 ans, mon pays d'adoption, l'Allemagne, est dirigé par une coalition de la chancelière Merkel et de mon parti, le SPD. Or, quand tu le CDU et le SPD, c'est les deux extrémités. C'est comme le Parti républicain et le Parti démocrate.
Mais en Allemagne, on est arrivé à un moment où si le SPD refusait de former le gouvernement avec le CDU, il y a le parti des, comment l'appelle-t-on, les partis comment est-ce que je peux les, ça s'appelle AfD en Allemagne. C'est des partis qui sont contre les étrangers, les machins, comme le Front National en France. Donc, le parti là était monté en hauteur. Et donc, pour pouvoir empêcher ce parti-là, mon parti, le SPD, a fait le sacrifice de faire une coalition avec la chancelière pour pouvoir guider, pour pouvoir diriger l'Allemagne. Et vous savez les conséquences de les deux élections qui ont suivi. Mon parti a présenté des candidats, mais il n'a vu que du feu. Parce que tout ce qui a été fait ensemble comme réussite pour le pays, ça a été vu comme le fruit du travail de la chancelière et de son parti politique. Or, nous avons contribué extrêmement, nous avons contribué en grande partie à cette réussite-là. C'est comme ça. Et donc, qu'on me dise que parce qu'il y a un parti politique qui est implanté, c'est pourquoi quand on désire notre candidat, ce parti ne peut pas le supporter, ça c'est des discussions de bas niveau. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis dans l'intérêt général de notre nation. Maintenant, quand je vais faire une décision, quand je vais prendre une décision, je ne prends pas une décision en fonction de mon parti politique. Je prends la décision en fonction de ce qui va dans le bon sens de mon pays, le Togo. Je ne suis fidèle à aucun leader de parti politique. Je ne suis fidèle à aucun parti politique au Togo, mais je suis fidèle à la nation togolaise. Chaque fois qu'il y aura une initiative qui va dans le sens de la libération du Togo, je serai là-bas. Même si le général Katanga, qui est du régime, se lève aujourd'hui et dit qu'il a les moyens pour battre Fatou Gnassingbé, je serai son premier soutien. Voilà comment moi, je fais mes démarches. Maintenant, il demande le compte sur ce qui a été l'argent qui a été contribué à la DMK. Avant que la DMK ne naisse, il y avait beaucoup de partis politiques au Togo. Il y avait l'UFC, il y avait l'ANC, la CDPA, il y avait tous ces partis politiques-là. Pour ces partis politiques-là, la diaspora a toujours contribué des millions. Combien de fois c'est un de ces partis politiques a fait le compte au peuple togolais? Ça n'a jamais été fait. Mais la DMK a fait au moins 4 séances sur l'Internet où ils ont fait le compte aux gens. On ne peut quand même pas aller dans certains détails. Mais le compte global a été fait. J'en ai été témoin. Et donc, voilà, si la personne même n'était pas venue pour suivre le compte, ça, c'est son choix. Mais je sais que la DMK a fait le compte à maintes reprises. Voilà comment les choses sont passées. Maintenant, quand on me dit que le prélat a choisi quelqu'un parce qu'il parle de cet esprit, qu'il y a certains qui travaillent sur le terrain et il est venu mettre un autre candidat, ça ne correspond pas à la réalité. La réalité est que le prélat qui s'investit dans la vie politique du Togo depuis les années 90, vous imaginez que c'est lui qui avait dirigé la conférence nationale togolaise. Il avait même formé un bureau. Jean-Pierre Fabre était le secrétaire de son bureau. En ce temps-là, personne ne trouvait qu'un prélat ne devait pas faire la politique. En ce temps-là, c'était normal. C'est comme la France aujourd'hui. Quand on a fait le coup d'État au Tchad, la France a dit oui. Quand on a fait le coup d'État au Mali, la France a dit non. Mais quand on fonctionne comme ça, c'est pas sérieux. Et donc, le prélat, il a visité tous les candidats. Il voulait les rassembler et dégager un candidat de consensus. Mais j'ai encore la vidéo ici. Et Jean-Pierre Fabre est allé à Kodjedi dire aux gens que quand le prélat est venu lui parler, il a senti que le choix ne se portait pas sur lui et donc il a refusé. Et donc ça veut dire que pour Jean-Pierre Fabre, mais il avait même dit, nous c'est l'ANC. Donc, soit c'est lui qui remplace Fatou Gnassingbé, soit c'est Fatou Gnassingbé qui reste là. Ça fait pitié que le peuple togolais souffre sous une dictature pendant plus de 54 ans. Et on pense que c'est moi ou bien c'est le dictateur. Quand quelqu'un est dans cette logique, cette personne ne peut pas avoir mon soutien. Et moi, je l'ai dit depuis le début de cette émission. Demain, si Agbemé Kojo n'arrive pas à avoir le pouvoir et que c'est Classio sur lequel j'ai des différends sur 99% des points, si c'est Classio qui se met devant et que c'est lui, je serai son premier soutien. Et je vais lui ouvrir toutes les portes dont j'ai la clé. C'est comme ça que moi je fonctionne. Ce qui est important pour moi,
c'est la libération de la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Celui qui sera président, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel est que le Togo se libère afin que les ressources de notre pays soient utilisées pour construire des écoles de formation, des centres de santé modernes, et, comment on dit, construire des infrastructures dont notre pays a besoin pour se développer. Voilà le combat dans lequel moi je me trouve. Et tout le monde n'a pas besoin d'être comme moi, mais voilà comment est Dr. Merci docteur d'avoir répondu à nos questions. Alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit tout à l'heure, la personne demandait à monsieur Classio les situations, ou soit quels sont les clients et quelles consultations faites-vous en politique, monsieur Classio? Ok, bon, les consultants, quand on parle de consultants, il faut dire à celui qui a posé la question que ce n'est pas le lieu de lui dire que nous avons vraiment un groupe de business, un groupe d'affaires qui consulte les gens. Et que ce soit dans le domaine de l'administration, le domaine des affaires et en politique. Merci. Mais ça, ce n'a pas sa place ici, je ne peux pas aller en détail. Merci. Je rappelle que vous êtes monsieur Classio Koutoglo, analyste, consultant politique, expert en administration de santé, pharmacie médicale. Merci à tous d'être avec nous. Auditeurs en ligne, rebonjour. Allez-y, on vous écoute. Vous avez 2 minutes. Oui, je voulais faire une rectification. Tout à l'heure, quand Dr. Omarisson a parlé, et il a parlé de l'argent cotisé à la DMK. Je ne fais pas allusion à ça. Je sais que l'argent qu'ils ont cotisé à la DMK, c'est compréhensible puisque c'est un regroupement de partis politiques qui demandent de l'aide et qui veulent l'aider. Mais après les élections, et c'était moi ce que je suivais ça régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est l'argent où on a cotisé à Yves Kenao. C'est après les élections. Les élections sont finies déjà. Et ils cotisent pour organiser un changement, une marche, le 10 août 2020. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de l'argent qu'ils ont donné à la DMK. Et secondo, quand il parle il dit de regroupement. Les regroupements, tout à l'heure, quand il a donné l'exemple de son parti avec, je ne pense pas que c'est du jour au lendemain. C'est parce que les deux partis se sont observés et le parti de Merkel savait qu'il a besoin de l'aide, il leur a fait appel. Bon, je ne maîtrise pas les rouages de la politique en Allemagne. Si je donne l'exemple, il n'est pas conforme à la réalité, il m'excuse. Je reprends seulement cette thème. Je dis toujours, monsieur Romari, comme docteur, pour choisir, pour faire une alliance, on doit développer, on doit faire une alliance suivant des critères. On ne peut pas se lever et à la fin, faire l'alliance là, choisir que c'est pas possible. C'est ce que moi je dis. Ce n'est pas possible. Hein? Okay. Et il dit qu'il n'est pas dans cette logique. Je vais dire une chose. Les leaders qui sont partis voir le prélat, on dit qu'ils ont renoncé à leur parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est ça le point. Ils n'arrivent pas à s'entendre à choisir un leader. Donc, de les aider à choisir quelqu'un qui n'est pas leader. Comme ça, en tant que parti, ils pourront soutenir cette personne-là. Et l'ANC n'est pas concernée. Il ne faut pas aller sur le terrain. Je ne parle pas de l'ANC n'est pas concernée. L'ANC n'est pas allé voir le prélat pour qu'il choisisse un candidat de l'opposition. Ce sont les partis, le parti de Maître Apémon, la CDPA et l'autre comment il s'appelle, j'ai oublié un peu son nom. Disons clair, le radical de la C14. Oui. Ils sont partis une fois le prélat. Ils renoncent à leurs choses-là, leur manteau de leader. Et pour que le prélat les aide à choisir quelqu'un de la société civile. C'est pourquoi quand le prélat est parti choisir à Bérou, mais il y a des gens qui ont claqué directement à la porte. Pour dire au prélat que voilà, en tant que leader, s'ils se sont renoncés, et
il n'est pas normal que tu ramènes un autre leader pour être à la tête de la coalition. C'est pourquoi le parti de Maître Apémon, de Antoine Foli, ont cassé la porte. Et ça n'a rien à voir. Hein? Merci beaucoup. Non. Merci beaucoup, merci. Je pense que le docteur va répondre à la question. Vous voulez réagir également, Monsieur Adja. Bien sûr. Mais donnez-moi juste une minute pour relancer donc le débat sur cette réforme-là. Entre-temps, j'ai cru entendre également docteur Omar Rickson qui disait qu'il soutenait le parti Gamessou. Right? Oui, et je me souviens également de ce jour. Et aujourd'hui, je ne sens pas que vous soutenez vraiment le parti Gamessou et vous faites partie de ce parti Gamessou ou carrément vous faites partie d'un autre parti du côté de l'Allemagne. C'est ce que je ne comprends pas. Ça me rend un peu confus. Vous pouvez nous éclaircir également très rapidement en 2 minutes sur ce point et répondre à la question posée par l'auditeur. Je dis que le seul parti au monde dont je suis membre s'appelle le SPD, le Parti socialiste allemand. Le mouvement Gamessou, je dis que ça je le fais ici dans mon pays d'adoption. Dans mon pays, le pays dont je suis citoyen, c'est-à-dire le Togo, dans ce pays-là, je ne suis dans aucun parti politique. Le mouvement Gamessou, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement politique. Je ne suis pas dans le MPD d'Agboyome. Et donc, passant par là, j'aimerais vous expliquer parler un peu de la question que l'autre auditeur avait posée. Oui, le reliquat de la C14 était allé voir le prélat pour qu'il les aide à choisir un candidat, c'est vrai. Mais le prélat a dit que il n'y a pas que cela, il y a encore d'autres personnes. Le prélat est allé voir aussi M. Gamessou. Il est aussi voir M. le Agboyome du MPDD. Il est aussi voir M. Jean-Pierre Fabre. Il a consulté tous les partis politiques. Il ne voulait pas aller avec une partie de l'opposition, mais il voulait aller aux élections avec toute l'opposition. C'est pourquoi il a vu tout le monde. Jusqu'au choix d'Agboyome, moi, j'étais sûr que c'est le candidat Pierre Koda Gamessou qui allait être choisi. Parce que j'étais... Sur quoi vous comptiez et vous avez su que normalement c'était lui qui devait être choisi. Alors malheureusement, il n'a pas été choisi. Je ne dis pas que c'est lui qui devait être choisi. Moi, je voulais qu'il soit choisi parce que c'est avec lui que je travaillais. Okay. C'est avec lui que je travaillais. J'ai écrit une bonne partie de son programme politique. Maintenant, quand le choix est tombé sur Agboyome, Monsieur Pierre Koda a compris que ce pourquoi il est rentré dans la politique, c'est le bien-être du peuple togolais et non de lui-même. Je suis venu chez Pierre Koda à Washington, D.C. M. Koda a travaillé au FMI. Je suis allé chez lui dans la maison. J'ai vu quelle maison il a construite au centre de Washington, D.C. Et j'ai un grand respect pour lui. Et donc, quand il est rentré dans la politique, c'est pas pour son ventre. Parce que Dieu l'a assez béni. Et donc, quand le choix est tombé sur Agboyome Kodjo, M. Koda a dit, OK, puisque le choix est une personne, tout ce qui me reste à faire logiquement est de retirer ma candidature pour laisser le choix commun aller en avant. Quand on prend le professeur Aimé Gogué, par exemple, il était aussi dans la DMK. Mais dès que le choix est porté sur une personne, il est sorti, il a dit que lui-même il va aller aux élections. Et donc, aussi longtemps que les opposants, ou bien certains leaders de l'opposition vont se comporter de cette manière, le peuple n'aura jamais confiance en eux. Maintenant, ils sont partis en rang dispersé aux élections. Maintenant, quand on a donné le résultat, si nous prenons le résultat donné par le régime, il y a le RPT qui est en avant, suivi par la DMK et les autres, ils sont dans des représentants insignifiants. Si on prenait le résultat de ce régime. Mais la réalité est que chaque fois que un opposant s'est présenté devant le régime, le peuple togolais a toujours voté pour cette personne. Ça a été Jikus Olympio, ça a été Baba Kitani, ça a été Jean-Pierre Fabre 2 fois. Moi, j'ai grandi à Bec. Le jour de l'élection, j'ai envoyé des amis circuler dans des écoles là-bas à Bec. Ils ont monté les résultats que j'ai vus sur les photos. Ils ont photographié, ils m'ont envoyé par WhatsApp. Agbojo a écrasé tous les autres candidats. Et donc, tout le monde le sait que c'est lui qui a été élu.
Monsieur Dr Omarikson, vous ne pouvez pas vous baser seulement sur le quartier Baie ou sur juste Lomé pour dire que si par exemple l'opposition est un peu en avance sur le gouvernement ou soit pas sur le RPT réunir en ce moment dans juste à Lomé ou soit dans le quartier Baie, c'est pas pour tout le Togo. Alors je vais poser une question également à Monsieur Classio. Vous faites partie de Togo Debout, c'est ça? Non, 8 secondes. Ah, ok, allez-y. Oui, 8 secondes. Tu sais, quand la politique a aussi affaire avec la démographie, c'est pourquoi quand Obama était venu aux États-Unis, il a vu que les jeunes étaient nombreux, il avait fait une politique envers les jeunes et il a battu les gens. Et donc, quand tu prends au Togo, quand tu prends la région des plateaux et la région maritime, c'est là où se trouve la majorité des votants, des électeurs. Et donc, les résultats que nous avons en nos possessions, que moi j'ai vus, Agbeyome a bel et bien battu Fort-Nyasingbe dans les deux régions. Et donc, au moins à partir de ces deux régions, il aura au moins 51-52%. Et maintenant, quelque chose. Vous venez de dire quelque chose, c'est ça? C'est clair. Tu dis? Vous venez de dire qu'il peut avoir quelque chose. Et moi, je voudrais répondre à savoir que de la même façon, le RPT uni peut renverser la tendance. Non, ce que je dis, comment est-ce qu'elle peut renverser la tendance? Si 70% des électeurs se trouvent dans deux régions et que les deux régions ont majoritairement voté à 80% pour Agbemi Kojo, comment est-ce que le RPT peut encore renverser la tendance? Ce n'est pas possible. Si par exemple la campagne n'est pas bien faite, si par exemple ils ne font pas une communication de fond et de forme, je pense que le RPT unirait plus sur le terrain que l'opposition. Vous venez même, il y a l'un des intervenants qui vient de me dire que par exemple il y a la ANC qui est très bien organisée, qui a des éléments sur le terrain et autres. C'est sur ça que je me base. Si par exemple le RPT unira également des éléments comme la ANC ou soit comme l'opposition, ce qui veut dire que le RPT uni peut renverser la tendance. Et bon, de toutes les façons, on continue la discussion et je voudrais poser la question de savoir si monsieur Classio Koutoglo fait partie de Togo Debout et quel est le rôle et l'impact de Togo Debout dans la politique et surtout dans l'avenir de la politique togolaise. 3 minutes, s'il vous plaît. Comprendre que je ne fais pas partie de Togo Debout et je ne peux pas répondre aux questions de Togo Debout. Merci monsieur Classio Koutoglo, et c'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que la plupart du temps on croit que vous faites partie de Togo Debout. Vous voulez réagir par rapport à une question, monsieur Wadja? Bon, moi je voudrais tout d'abord revenir sur la réaction de mon frère Classio qui a parlé de premièrement le budget de la nation, le budget togolais qui est censé faire des travaux et que ce n'est pas le rôle de l'opposition de prendre des contributions pour une religion quelconque. Ce que je voulais vous faire comprendre est que si aujourd'hui l'opposition togolaise se bat tout qu'écoute pour qu'il y ait de l'alternance au Togo, c'est parce qu'on considère que le budget, ou en tout cas la gouvernance au Togo, n'est pas ce qu'ils attendaient. Et ce qui veut dire que vous, en venant en tant qu'opposition, vous avez des idées claires pour montrer au peuple que voilà notre ambition. Je ne dis pas, je ne demande même pas à l'opposition d'aller construire un hôpital. Ça, c'était un exemple d'un projet que je mettais entre guillemets. Je n'ai pas demandé à ce que l'opposition aille construire un hôpital. Ce qu'on attend de l'opposition, c'est de faire partie de la vie quotidienne des Togolais. Être sur le terrain, pas seulement attendre les élections pour dire qu'on vient vous convaincre. Et d'abord même, la plus grande partie des cas qu'on voit, la campagne commence à se dérouler au Togo, l'opposition qui va sur le terrain, qui ne sait pas de convaincre vraiment les gens sur le terrain, mais qui parle plutôt du nombre d'années que le parti UNIR RPT a fait au pouvoir. Ce n'est pas une idée pour convaincre la population à vous voter. Il faut proposer quelque chose de concret ou être présent sur le terrain avant ou après les élections. Tout le temps pour convaincre les gens que nous sommes avec vous. C'est la première des choses que je voulais dire. Maintenant, concernant
la question que vous avez posée à Dr Romarison, qui parlait concernant la victoire de la DMK et autres, et il disait que 70% des électeurs au Togo vivent dans la région maritime et des plateaux. Ce que je demande, je ne sais pas s'il a des pros des statistiques qui lui font dire ceci, mais ce n'est pas vrai. Et ce qui se passe au Togo, c'est exactement la question que vous l'avez posée. On se base trop sur Lomé. C'est vrai que Lomé, c'est la plus grande ville du Togo où il y a le plus de concentration en termes de population. Mais il ne faut pas seulement faire la politique à Lomé. Il faut aussi s'installer un peu partout dans le Togo pour pouvoir gagner le terrain. Il ne faut pas aller le jour des élections, filmer, comme on le voit sur les réseaux sociaux en février 2020. On filme certains bureaux de vote pour montrer les dépouillements que la DMK remportait beaucoup de bureaux de vote. Et en même temps, on fait une spéculation pour dire que non, il a déjà gagné les élections. Cette façon de faire ne nous montre rien. Supposons que nous ne faisons pas confiance à la CENI ou quoi que ce soit et qu'on décide aujourd'hui prouver notre victoire. Je parle de la DMK bien sûr, qui veut prouver qu'elle a gagné, qu'elle montre les procès-verbaux qu'ils ont reçus, qui prouvent qu'ils ont plus gagné de voix que le parti unir. Il ne faut pas seulement se mettre sur les réseaux sociaux et puis faire croire au peuple que non, on a remporté, on a remporté, on a remporté, et sans rien prouver. Merci, monsieur Wadja. La suite, oui, je sais que tout le monde veut répondre, mais je vais profiter de l'occasion pour poser également les questions que se posent la plupart des Togolais, ou soit la plupart des Africains du côté de la diaspora également. Alors, concernant l'avenir politique du Togo, on voit la Côte d'Ivoire se réconcilier, le Burkina Faso, le Mali, le Bénin qui s'apprête à le faire, et le Ghana qui vient de se réconcilier avec le rapprochement donc du président Ado et également avec Mahama. Voilà donc le décor dans la sous-région de la CEDEAO. Toutes ces élections ont été problématiques, mais le gagnant déclaré par la Cour constitutionnelle dans la plupart de ces pays du Mali dirige. Bon, maintenant, puisqu'on vient de voir également le cas du Mali à l'instant, alors que soutenez-vous comme porte de sortie de crise pour le cas du Togo? Et clarifiez-nous donc la faisabilité de votre approche. Monsieur Classio. Je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire ne s'est pas encore réconciliée. Après les élections, non. Il faut diagnostiquer les choses au fond. La Côte d'Ivoire veut s'apaiser. Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire s'est réconciliée. C'est deux termes purement différents. Ils ont quoi, je sais pas, KKB, voilà, Kona Bertin, qui est le ministre de la Réconciliation, qui est en train de travailler. On appelle ça les simulations politiques. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la réconciliation. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a des filles et des fils de la Côte d'Ivoire qui sont dehors, pourchassés par quelqu'un, un gourmand président, qui veut rester longtemps au pouvoir dans le troisième mandat. Quelqu'un qui t'a mis au pouvoir avec les armes est dehors. Vous aviez envoyé un président élu démocratiquement. Vous voulez le tuer, vous n'allez pas tuer, vous l'avez envoyé à la Cour internationale. Il a gagné, il revient. Et il y a toujours des transactions. La Côte d'Ivoire ne s'est pas encore réconciliée. On est sur le chemin d'apaisement. Le Ghana, après les élections présidentielles, le président ghanéen pense que les conseils venant du Togo peuvent l'aider. Mais le Ghana, le président ghanéen, tout juste après les élections présidentielles, a fait un rassemblement et a rassuré les acteurs ghanéens que je ne vais pas faire le troisième mandat. C'est ça le second mandat et c'est fini. Ce qui a lancé un déclic de calme. Bon, maintenant, au Bénin, il faut dire... On parle du Togo, M. Classio. Disons, parlons du Togo, puisque le temps est contre nous. Dites-moi pour le Togo, que soutenez-vous? Quelle est la porte de sortie selon vous? Au Togo, l'avenir politique du Togo est simple. Tout le monde le sait. Et c'est comment? Que proposez-vous? Quelle est la faisabilité?
il faut ramener la constitution qui est plébiscitée par le peuple togolais. C'est-à-dire de 92. C'est-à-dire la bonne constitution de 1992 et non celle fabriquée tout récemment par Agbéomé pour Faure Gnassingbé. Non. Il faut que Faure Gnassingbé accepte le fait que le mandat multiple au-delà de 2 mandats est un risque fort pour un pays. Il est dans une situation dangereuse. Il faudrait que Faure écoute son 4e mandat, lance le peuple sur le chantier de la transition en appelant le peuple et les acteurs politiques dans une négociation pour que nous puissions aller à l'avant. Aujourd'hui, le Togo est sur un chantier très risquant et on ne peut rien prévoir aujourd'hui de l'avenir politique du Togo. Tout ce qui se fait actuellement au Togo, les farceurs influencent les pauvres. Les farceurs influencent les pauvres, ça ne peut jamais amener ce qu'on appelle le développement dans un pays ou l'apaisement. Le problème du Togo est simple. 3 mandats est de trop. 4 mandats, c'est du risque. Et nous ne faisons pas la politique sur la base d'une constitution solide. C'est une constitution qui est taillée sur mesure pour plaire à un prince. Ça ne peut pas passer. Donc ça veut dire que rien n'est aujourd'hui solide au Togo. Ça peut prendre feu à tout moment. Mais Faure est dans une position très bonne pour pouvoir décider aujourd'hui que non, ce qui se passe ailleurs, nous sommes entre les filles et les filles du Togo. J'ai fait 2 mandats. Mes conseillers m'ont poussé à faire le 3e mandat. Je suis un peu gourmand, je veux faire le 4e mandat. Maintenant, arrêtons la balle ici. Et puis ensuite, prenons ce qu'on appelle la réconciliation, la base solide de la démocratie, et puis ensuite contribuer au développement. Et je cède dans une transition. C'est ce point qui peut sauver le Togo. Ce ne sont pas ces gesticulations de ces gens qui se disent au niveau de la diaspora docteur au profit du gouvernement qui peuvent changer quelque chose. Non, ça ne peut pas changer. Ce qui est sûr, c'est que Faure doit amener ce qu'on appelle l'assainissement des conditions électorales et céder la place. 4 mandats, c'est du risque, c'est de la bêtise dans une république. Mais, Monsieur Classe, dites-moi clairement, est-ce que vous avez quelque chose contre Dr Agbéomé Kodjo? Parce que chaque fois vous faites référence à un docteur. Parlez-vous de Dr Agbéomé Kodjo ou d'un autre docteur? Non, Dr Agbéomé Kodjo, bon, c'est un grand frère. Je ne peux jamais avoir quelque chose contre lui. Okay. Mais je lui demande humblement de faire quelque chose. S'il veut faire la politique togolaise, il n'a qu'à rester constant dans sa politique. Parce qu'on ne peut pas rester aux côtés de la dictature jusqu'en janvier 2020 et pistonner des gens pour pouvoir pour pouvoir penser ou prétendre prendre le devant de l'opposition togolaise. Non. Et tout en mentant au peuple que Macron, avec la photo de Macron pour des élections présidentielles, en mentant au peuple que l'armée est là pour lui, pour pouvoir prendre le pouvoir. Merci, M. Classio. Prendre le pouvoir au Togo. Ce sont des illusions. Donc, il faudrait que nous revenions. On revient dans la politique. Agbéomé est une personnalité qui peut aider l'opposition togolaise à avancer s'il le décide vraiment. Mais aujourd'hui, il a échoué. Merci, Monsieur Classio. Merci, vraiment merci, Monsieur Classio. Et également, je voudrais poser une question très importante également à Dr Romarickson. Dites-moi, si les idées vendues à la diaspora, soit dans la diaspora sur l'avenir de la politique togolaise, pourquoi les associations politiques de Togolais ou par les associations pratiquement à la diaspora qui sont de nationalité togolaise ont du mal à mobiliser lors de la
la plupart des manifestations à l'extérieur, les mêmes chefs d'associations qui n'ont pas du courage à animer également les débats sur les antennes. Par exemple, on a l'habitude d'inviter beaucoup de personnes qui déclinent nos invitations à la diaspora. Si c'est le cas, ou soit si c'est pas le cas toujours, donnez-nous les quelques têtes de la DMK qui peuvent nous aider pour percer les murs. Oui, avant de répondre à la question qui m'est posée, j'aimerais répondre à M. Wadja et à M. Koutaglo. Et M. Wadja, j'avais dit au début que j'ai étudié ici en Allemagne et aux États-Unis. Donc, mes affirmations se basent souvent sur la réalité scientifique. Il suffit d'aller sur Google pour voir la répartition de la population togolaise. Quand tu vois la région maritime, il y a 2 599,555 d'habitants au Togo, d'habitants dans la région maritime. La région des plateaux, ils sont 1 375,165. Dans la région de la Kara, c'est 769 000, 765,900. Quand tu prends le tout, dans la région maritime et dans la région des plateaux, on a presque 4 millions d'habitants. Quand tu prends les deux autres régions, tu les ensembles, ça fait 1 500 000. Et donc, quand quelqu'un gagne dans la région maritime et dans la région des plateaux, à plus de 60%, plus de 50%, à plus de 60%, comme on dit, il est impossible que l'autre candidat gagne ailleurs et puisse gagner automatiquement, et puis gagner dans le vote général. C'est impossible. Mathématiquement, c'est impossible. Il suffit d'aller sur Google et vous allez avoir les chiffres. J'espère que je suis clair à ce niveau-là. Maintenant, quand Classe Koutaglo affirme que on ne peut pas être du régime et puis venir après être de l'opposition. Quand vous prenez le Burkina Faso, vous allez voir que Roch Kaboré était ministre ou bien même premier ministre de Blaise Compaoré. Mais quand les Burkinabés ont fait la révolution, c'est lui qu'ils ont pris. Après, quand vous prenez, comment on appelle-t-on, Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a été dans le régime, a travaillé pour Abdou Diouf. Quand vous prenez Macky Sall avait aussi travaillé dans le régime de Wade avant de devenir son opposant et de prendre le pouvoir. Et donc, maintenant, quand vous rentrez dans la science politique, vous lisez le livre qui est écrit par Kendall Taylor, Erika Franz et Natasha Lynch-Tate. Il est écrit que les régimes autoritaires, la première chose dont les régimes autoritaires ont peur, c'est les membres même de ce régime. Donc, Agbeyo Meme Sankojo, ayant travaillé pour ce régime, connaît bien les failles de ce régime et il a ses relations aussi à travers ce régime-là. Et donc, ce que les gens affirment, il y a des affirmations que l'on peut faire, et moi, je me base sur les affirmations scientifiques. Maintenant, ce que les gens disent, ce que d'autres personnes disent, je leur laisse le choix. À mon niveau, je ne peux pas affirmer quelque chose en se basant sur les sentiments, en se basant sur des petites idées. Moi, je ne suis pas dans ça. J'affirme des choses que j'ai apprises dans les livres avec les professeurs qui ont étudié les thèmes. Voilà. Docteur Omarikson, je ne vous coupe pas, mais vous avez toujours l'habitude de nous dire que Docteur Agbeome fait partie de la maison et connaît les secrets. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé ces secrets-là pour démanteler, pour faire gagner le peuple, pour que le peuple soit aujourd'hui derrière lui? Si le peuple n'a pas été derrière lui, il n'aurait pas gagné l'élection. C'est parce que le peuple a voté pour lui qu'il a gagné. Et Fonia Singbe sait que c'est Agbeome Sankojo qui a gagné. Ça, c'est clair. Maintenant, gagner et avoir le pouvoir, c'est deux choses. Jean-Pierre Fabre a gagné en 2010 et en 2015. Il n'a pas pu avoir le pouvoir. En 2010, il a lutté pendant 4 ans et demi. Mais pourquoi est-ce que le docteur Agbeome ne lutte pas? Parce que lui aussi doit lutter. On lutte pour un pouvoir. Qui vous dit qu'Agbeome ne lutte pas? Mais il est où actuellement? Il n'est pas sur le terrain. Il devait pouvoir nous répondre. Hein. Monsieur Agbeome, docteur Agbeome, il est où actuellement? Il ne suffit pas d'aller aux élections, ça finit, et puis on se dit qu'on a gagné, on disparaît du Togo, et on met les enfants des autres dans la rue pour dire qu'on veut le pouvoir. Il faut aussi prouver qu'on est vraiment déterminé à défendre l'intérêt du peuple togolais. On va laisser docteur Omarikson terminer son intervention et après, donc, nous irons à la conclusion. Allez, monsieur docteur Omarikson, allez-y, vous avez encore 2 minutes. Oui, je pense que ça fait pitié d'écouter des arguments comme ça. Parce que quand Eyadema était décédé en 2005, selon le journal La Nouvelle, Jacques Chirac, qui était en France, c'est lui qui avait demandé au général Assani Tidjani de prendre le pouvoir. Et jusqu'à présent, Paris n'est pas dans le Togo.
Donc, on peut être à l'extérieur et faire sa politique. Israël a été créé depuis la diaspora. C'est les Juifs de la diaspora qui ont créé Israël et ils sont allés là-bas prendre le territoire pour le construire. Et donc, me dire que c'est parce qu'Agbemé est à l'extérieur qu'il ne peut pas faire la lutte, ça n'a pas de sens. Maintenant, quand on me dit qu'Agbemé ne fait pas la lutte, on fait me faire rire. Agbemé est dans ce combat tous les jours. Et moi, je travaille avec lui et je sais ce que nous faisons. Maintenant, est-ce que nous allons avoir le pouvoir? Est-ce que nous n'allons pas avoir le pouvoir dans les jours, les mois et les années à venir? On verra bien. Mais je peux vous assurer que Agbemé fait ce combat. Allez-y. Merci beaucoup, Dr. Omarikson, de répondre également à mes questions posées. Alors aujourd'hui, il semble que je vous dérange un peu dans mes questions, mais il faut qu'on comprenne également les méandres, ce qui se passe réellement. Je sais que je vais revenir sur M. Classo dans 2 minutes. Aujourd'hui, la jeunesse est face à son avenir. Et on note au Togo la cherté de la vie, l'augmentation des prix des denrées alimentaires, beaucoup de phénomènes. Je sais pas où j'ai laissé mes papiers, mais on observe beaucoup de cas. Et aujourd'hui, donc, il y a de cela 24 ans, on vient d'apprendre également l'augmentation du prix de l'essence. Comparativement à l'évolution ou à l'avenir politique du Togo, tout, au fait, à ce que je comprenne, tout passe par la politique. Monsieur Wadja, qu'en dites-vous? En 2 minutes, dites-moi quelque chose. Et les Togolais sont à l'écoute et veulent écouter également votre avis. Non, la réalité est que... je vous venais fraîchement du Togo. Tout ce qui concerne l'économie dans un pays, en quelque sorte, c'est gouverné par la politique. Puisque c'est le pouvoir politique en place qui définit des critères en termes d'économie aussi. Oui. Et aujourd'hui, moi je vois un truc même, le plus souvent quand on suit la réalité en Afrique, il y a quelque chose qui ne va pas. On suit trop la théorie sur le plan économique mondial pour dire que notre pays peut-être a un taux de croissance de 10%, même on parle des taux de croissance à 2 chiffres dans certains pays, surtout en Afrique de l'Ouest et tout ça. Tout ceci ne marche pas avec la réalité. Il faut pas juste regarder théoriquement les chiffres d'affaires ou les revenus ou en tout cas le PIB du pays pour dire que le pays ça va ou ça ne va pas. Le Togo a de sérieux problèmes et on doit le reconnaître. Tout comme plusieurs pays africains. Et comme tu l'as dit, je reviens fraîchement du Togo et j'ai vu des réalités en face. J'ai retrouvé des amis que j'ai laissés depuis plusieurs années qui sont en situation de détresse et que je me dis, il y a quelque chose à faire. Le gouvernement togolais a besoin de faire quelque chose pour la jeunesse, qui a besoin de l'emploi. La jeunesse a besoin de l'emploi. Et le comble est que, j'ai fait une remarque, et je le dis, je suis vraiment choqué que des sociétés étrangères s'implantent au Togo et exploitent les citoyens togolais. Les sociétés togolaises, nous savons que le gouvernement ne peut pas peut-être pouvoir le travail pour toute la jeunesse. Mais au même moment, il y a des sociétés privées qui peuvent s'installer au Togo et donner de l'emploi aux jeunes. Mais il faut que ces sociétés-là respectent les lois et les règles du contrat de travail qui régissent dans le Togo. Vous pouvez imaginer une société étrangère qui s'installe au Togo et qui paie les gens en dessous du SMIC. Les emplois ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et le gouvernement est là, on ne dit rien. Je ne sais pas si c'est en complicité avec ces sociétés ou comment. C'est des trucs que nous ne pouvons pas supporter que d'autres personnes viennent dans nos pays pour nous exploiter. Et c'est par là que je pense que nos gouvernements, pas seulement au Togo, mais en Afrique, on a besoin des leaders qui sont vraiment déterminés à penser ou à défendre l'intérêt général du peuple. Tant qu'on n'a pas de ces genres de dirigeants, on ne pourra pas s'en sortir. Parce que je n'imagine pas une société togolaise ou bien de n'importe quel pays africain qui s'installe par exemple dans un pays comme la France ou bien en Allemagne, qui va exploiter les citoyens d'un autre pays là-bas.
et le gouvernement ne va rien dire. Jusque-là, je ne vous coupe pas. Jusque-là, on n'a pas eu une marche, par exemple, pour la hausse des prix alimentaires et puis la cherté de la vie, ça remonte également sur la diaspora. Oui, c'est ce que j'allais souligner encore. C'est pourquoi moi je parle de la politique au Togo et je dis que l'opposition doit encore redéfinir ses plans d'action. Il y a toujours des problèmes, comme vous parlez, la cherté de la vie. Il y a des problèmes même à Lomé. Aujourd'hui, c'est des inondations encore à Lomé. Il y a des situations que tu vois, qui te demandent dans quoi nous sommes. Et qu'on n'a jamais vu un leader de l'opposition se lever pour organiser même ne serait qu'une marche, inviter toute la société civile, que ce soit des gens de l'opposition ou les citoyens du parti au pouvoir, se joindre à lui parce que c'est une marche légitime pour tous les citoyens togolais et solliciter, demander ou dénoncer ces cas-là, ces cas de problèmes sociaux-là, de problèmes sociaux plutôt, comme la cherté de la vie et tout ça. On ne fait pas des marches pour ça. On attend seulement faire des marches pour le départ du président, pour prendre le pouvoir. Merci. Donc c'est ça aussi qui ne rassure pas. C'est là où je vais en quelque sorte remettre la responsabilité aussi aux gens de l'opposition pour qu'ils puissent utiliser ces canaux-là pour attirer un peu le peuple derrière eux. L'avenir politique du Togo, on en parle dans cette dernière partie. Il nous reste probablement 6 minutes pour terminer cette émission, puisque probablement dans une demi-heure, on va commencer une autre émission. Alors, mesdames, messieurs, merci à tous d'être avec nous. Nous sommes avec Dr Romarickson en duplex avec nous depuis l'Europe et également par Skype, notre grand frère, monsieur Classieux, analyste politique, consultant également et expert en administration de santé en pharmacie médicale. Monsieur Classieux, je vais commencer par vous. Alors, nous sommes à la fin de cette émission Avis de la diaspora pour ce numéro. Dites-moi votre message à l'endroit de toute la communauté africaine à la diaspora. Je sais que vous êtes de nationalité togolaise. Quel est le message que vous avez à l'endroit donc des Togolais? Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Un peu de prendre 2 points. Il faut dire qu'au Togo, la dénonciation ne dit plus rien. Les leaders dénoncent tout. Il y a des mouvements de l'association de la société civile qui dénoncent tout ça là. Mais nous sommes devant ce qu'on appelle la dictature. La dictature, il faudrait que les Togolais comprennent que c'est un type de leadership parmi les 9. Et je voudrais que les Togolais comprennent que c'est une erreur fondamentale de dire que quelqu'un fait partie de la dictature, donc la personne connaît la dictature et que la personne peut utiliser des secrets de la dictature pour renverser la dictature. C'est une illusion, c'est une rêverie. C'est une frustration. Il faudrait que nous sortons de ce concept. La dictature, dire que quelqu'un est d'une maison de la dictature et que la personne peut renverser la dictature, c'est faux. La dictature, quand tu sors de la dictature, le jour où tu sors, on ne te protège pas avec les armes, on ne te donne pas les moyens qui sont disponibles pour pouvoir faire le travail. Tu n'es rien. La dictature, on la combat jusqu'à ce que la dictature s'élimine sur un terrain. C'est une erreur. Il faudrait que nous sortons de ce concept. Ce que la dictature fait souvent, si aujourd'hui, soit arrête la dictature ou bien passe la main à quelqu'un d'autre de la même maison et que la personne est un peu clairvoyant et qui veut changer son système de la gouvernance politique, là, ça peut donner autre chose. Aujourd'hui, la dictature roule sur un système bien déterminé. Tu es dedans, tu respectes, tu sors, tu n'as pas les moyens de ta dictature, de quoi que ce soit. Tout ça là, aujourd'hui, vous savez, les gens, la dictature se développe chaque jour. La dictature se développe chaque jour. Tu peux connaître les secrets. Aguilomé fait partie de la dictature. Il venait de sortir. Tout récemment, Aguilomé a gagné les élections présidentielles en 2020. S'il prenait les armes, il va prendre le pouvoir.
il y a bien à faire. Il faudrait que les gens nous trompent. Les écrits et autres, là, nous sommes aussi à des niveaux d'écriture aujourd'hui. Il faut créer, il faut inventer, il faut innover les situations. C'est ça. La dictature togolaise est féroce, est animale. Il faut la battre et non continuer toujours à tromper les Togolais et les enfermer dans quelque chose qui n'existe nulle part. Bon, sur ce, je viens lancer un message au peuple africain, au peuple togolais. La seule chose qui nous reste, c'est la récupération de la dignité africaine. Il nous faut un courage. Il nous faut taire. Il faut que nous taisons sur certaines choses. La seule ligne qui est devant nous est d'abattre ces dictateurs qui sont en train de semer le désordre. Le Togo va mal. La Côte d'Ivoire va mal. La Guinée va mal. Il faudrait que nous nous ressaisissons dans une unicité d'action, c'est-à-dire le sacrifice. Arrêtez des concepts saugrenus qui ne vont pas marcher. Unissons-nous et avoir les moyens de notre lutte et placer, aller courir des gens qui peuvent casser ou bien qui veulent rompre avec ce système dictatorial comme le Mali est en train de faire, comme le Bénin est en train de faire, et prononcer ce concept de la chose pour que nous puissions vite arriver à finir avec la dictature. Merci. Merci. Je demande à la diaspora togolaise de sortir des illusions, des rêveries, et que nous nous unissons dans une unicité d'action pour pouvoir soutenir les leaders sur le terrain, le peuple et la jeunesse sur le terrain, face à cette dictature qui gangrène notre société. Merci. Je m'arrête là-bas. Merci beaucoup, monsieur Classio. Et en duplex avec nous, docteur Omar Rickson, qui nous montrait à l'instant un bouquin qui parle de la démocratie. Alors, docteur Omar Rickson, nous sommes à la fin. Nous avons eu à parler également de l'avenir politique du Togo. Votre message de fin pour cette émission que vous suivez, que vous participez donc sur le www.afrowebtv.com. Oui, avant de dire mon dernier message, j'aimerais inviter mon ami Kassekou Toglo à acheter ce livre, à le lire. C'est en anglais et il va comprendre comment fonctionnent les régimes autoritaires et comment on arrive comment on dit, à les casser. Et maintenant, mon message... Le nom du livre, le nom du bouquin, s'il vous plaît. Democracies and Authoritarian Regimes. C'est écrit par Kendall Taylor, Natasha Lindstedt et Erika Franz. Donc, Erika Franz et Kendall Taylor sont des professeurs de sciences politiques aux États-Unis, à l'Université de Californie. Allez-y donc pour votre conclusion. Et donc, mon message au peuple togolais est celui-ci. Que vous aimiez un opposant ou bien que vous détestez l'autre, quand le régime a augmenté le prix des denrées alimentaires et dernièrement le prix du carburant, cela frappe tous les Togolais. Que vous soyez Kabyé, Evé, Wati, Mina, Pakbamba, Lamamba, ça frappe tous les Togolais. Que vous soyez civil, militaire, gendarme, ça frappe tous les Togolais. Et donc, l'heure a sonné pour que nous nous mettions ensemble en un seul jour pour dégager ce régime. Et quand le régime-là est dégagé, nous allons mettre au point un système qui va pratiquer une démocratie participative, une démocratie, une démocratie qui va partager, qui va redistribuer les ressources de nos pays aux populations afin que nous puissions vivre dans la quiétude. Nos aïeux, ils ont appelé le Togo l'or de l'humanité. Le Togo, c'est un pays qui est extrêmement béni. Et donc, je vous le dis, mettons-nous ensemble avec Kassekou Toglo, avec M. Wadja, avec M. Moïse, avec Omar Rickson, avec tous les autres. Le sentiment n'a aucun rôle pour l'instant. Ce que rôle, c'est l'objectif, c'est-à-dire la libération de notre pays. Et quand le Togo serait libéré, vous allez nous voir me boxer avec Kassekou Toglo, me boxer avec notre frère
Mais avant la fin de la dictature, nous n'avons pas le droit de nous éparpiller à cause de différences idéologiques, de différences d'ethnie, de différences de quoi que ce soit. Mettez-nous ensemble, levons-nous et finissons avec ce régime. Sinon, dans quelques mois, dans les mois et les années à venir, les Togolais vont commencer par mourir de faim. Des milliers et des milliers de Togolais vont commencer par mourir de faim. Voilà mon mot de fin. Levons-nous et finissons le travail. Je vous remercie. Merci beaucoup. Allez-y, allez-y. Non, ça va. Merci beaucoup, docteur Romarickson. Merci également à Monsieur Classio. Alors, on a vu il y a de cela quelques jours, je voudrais qu'on précise également dans ce mot de fin, des gens se suicidaient au Togo et en Afrique dû à l'extrême pauvreté, cherté de la vie. Et c'est une occasion, encore une fois, de lancer un message à toute l'Afrique, au continent africain, à toute la communauté togolaise, à toute la communauté de par le monde. Monsieur Ouadja, nous sommes à la fin de notre émission Avenue politique du Togo. Qu'en dites-vous pour votre conclusion? Ce que je voulais préciser est que il faut pas qu'on se trompe. La vie n'est pas aussi simple ailleurs. On a toujours des problèmes un peu partout dans le monde et nous savons bien que la situation n'est pas meilleure chez nous au Togo, mais nous n'allons pas nous considérer comme les derniers sur terre. Donc il y a du travail à faire, soyons conscients de tout ça et chacun dans sa situation de misère aujourd'hui doit comprendre que la vie continue et la vie est une lutte. On ne peut pas abandonner et dire que peut-être c'est la fin de la vie pour moi, je dois me suicider. Non, on doit toujours continuer par lutter. Et par contre, je voulais lancer un appel à toute la communauté africaine de se mettre debout et d'être soudés et de faire face à l'impérialisme moderne qui se fait aujourd'hui en Afrique et qu'on doit faire face à cet impérialisme et puis prendre notre destin en main. Personne ne viendra développer l'Afrique à notre place. Nous devons être soudés, nous devons être unis. Et je profite pour dire lancer un appel à tous les Ivoiriens et à tous les Africains de sortir massivement pour accueillir notre guide Laurent Gbagbo qui va descendre en Côte d'Ivoire le 17 prochain. Comme vous le précisez, à 14 h. Donc, soyez debout, soyez unis et que l'Afrique gagne. Merci. Que l'Afrique gagne sur FM Liberté, l'Afrique gagne également sur AfroWeb TV. Merci infiniment à tous et à chacun d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour ce numéro de votre émission qui sera disponible sur notre chaîne YouTube Afro Espace Web TV. Abonnons-nous, agrandissons la grande famille des téléspectateurs, des amis internautes. J'ai l'impression que Monsieur Classio a encore un mot d'une minute. Si je voudrais lui demander, Monsieur Classio, vous aujourd'hui, moi principalement, de vous à moi, le grand frère, quand on vous demande de vous... Parce que vous faites tellement de sorties et aujourd'hui vous avez relevé un grand défi. Et je voudrais vous féliciter pour ce débat et parce que vous avez relevé le niveau de ce débat à un niveau exceptionnel et j'apprécie également tout ce que vous faites. Si on vous demandait ou je vous demandais de vous définir en 3 mots, que direz-vous? Attendez un instant, je ne sais pas si j'ai encore le son, je sais pas, je vais vous appeler rapidement. Voilà. Monsieur Classio, je vous donne au moins, dites-moi 3 mots seulement pour définir, pour que tout le monde sache qui est réellement Monsieur Classio Koutoglo. Allez-y. 3 mots, Classio. Un citoyen togolais, un panafricaniste, un engagé, quelqu'un qui est contre la dictature comme leadership, et puis ensuite, je veux que mon peuple vive très bien. C'est ça, Classio, ça s'arrête là. Merci vraiment, Monsieur Classio. Je rappelle que vous êtes analyste, consultant politique, expert en administration de santé et pharmacie médicale. Alors, la même question pour Docteur
Dr Romarickson. On veut la paix pour le Togo, n'est-ce pas? Alors, Dr Romarickson, 3 mots qui vous définissent. Bon, il y a un mot qui définit, là, celui-là oublié, il était supporter de Fonya Singbe. Bon, moi, je suis politologue, je suis politologue, je suis pasteur, et qu'est-ce que je suis encore? Un Christian counselor. Et donc, je lutte essentiellement pour la libération du Togo et pour la libération de toute l'Afrique, le continent le plus béni sur la terre. Je lutte pour que les Africains ouvrent les yeux, parce qu'on nous appelle pauvres. Or, nous sommes les plus riches. Et donc, nous devons seulement ouvrir nos yeux. Pour ça, nous sommes assis sur des milliards que les gens viennent voler, et c'est ces mêmes gens qui nous appellent des pauvres. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes extrêmement riches. Et donc, merci. Dieu nous a créés et nous a donné une dignité. Voilà, c'est pourquoi je lutte. C'est ça qui me définit. Merci beaucoup, vraiment merci pour aux 2 protagonistes. Si vous permettez de le dire ainsi, l'impossible a été fait aujourd'hui. C'est un Togo uni que nous voulons pour tout notre Togo, notre patrie, travail, liberté, patrie. On doit travailler dans la liberté et pour notre patrie. Mesdames, messieurs, merci infiniment d'avoir été des nôtres, d'avoir partagé également ce moment ensemble avec Dr Romarickson, un acteur politique, un analyste politique que nous saluons également. Merci pour votre disponibilité. Monsieur Classio Koutoglo, analyste et consultant politique, expert en administration de santé et pharmacie médicale. Monsieur Wadja Gilbert, un coucou spécial à monsieur Gilbert Bawara qui nous écoute et qui peut tomber en tout moment pour sur également cette émission. Alors, je rappelle que monsieur Gilbert Wadja est également économiste et analyste politique. Merci infiniment à tous les auditeurs, à tous les amis internautes. On se retrouve pour un autre numéro. Bonne suite des programmes sur AfroWeb TV et on vous aime. Ciao, bye, God bless. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les